Bonjour et bienvenue aux Engagés publics. Mon nom est François Larouche et aujourd'hui, je suis avec Ronnie Al-Nazir. Fake news. Fake news. Et on reçoit pour la première fois Stéphanie Guévremont. Bonjour. Allô. Et cette semaine, on se confine un peu plus. On assiste à ce que le guide télé appelait un supposé débat et Trump attrape la COVID en même temps que la moitié de son entourage. Bonjour tout le monde. Bonjour. Bonjour Stéphanie, bonjour. Qui es-tu? Que fais-tu? Je suis très content de te recevoir, merci d'être là. Ça me fait plaisir. Stéphanie, comment tu te présenterais à tous les auditeurs qui ne te connaissent pas aujourd'hui? Je suis la nouvelle gauchiste de l'émission. Non, on en a déjà une pour ça. On en a déjà d'autres. Mais comment tu te présenterais sinon? Écoute, j'ai derrière la cravate quelques années en politique à Ottawa avec le NPD, mais là où j'ai vraiment grandi en relations publiques puis en communication, c'est vraiment à Québec solidaire, à l'Assemblée nationale. Donc, à l'aile parlementaire et aussi au parti. Beaucoup de préélectoral, de préparation pour 2018. Et maintenant, je suis consultante en relations publiques. N'est-ce pas ce que tous les ex de la politique font après? C'est ça. Donc, j'imagine que si tu fais maintenant des relations publiques, tu faisais des relations publiques à Québec solidaire? Oui, j'étais aux communications attachée de presse de Manon Massé et Gabrielle Nadeau-Dubois. Mais je suis arrivée quand il y avait juste Amir Kadir et Françoise David. C'était des petits bureaux en maudit qu'on avait. OK, c'était une autre époque. C'était une autre époque. Mais il fallait passer par là. Les bureaux sur Saint-Hubert, là? Oui, mais je parle à l'Assemblée nationale. C'était pas très grand. Là. On était 6 personnes, puis finalement, aujourd'hui, moi, quand je suis partie, il était rendu vraiment plus, donc ça a vraiment progressé. Merci d'être là, puis je pense que tous les auditeurs et nous, Ronnie et moi, on pourra bénéficier de ton expérience, de ton angle et j'allais dire de la couleur politique, mais tu sais, on veut, comme je disais en privé, on veut ton expérience, ton angle personnel, mais ça fera très plaisir de discuter avec toi de tout ce qui arrive, malheureusement, ou heureusement au Québec. On va voir ça ensemble aujourd'hui. Et avant que je me lance dans ces actualités plus ou moins heureuses, juste rappeler un peu de commerce et de mercantilisme. On a une nouvelle boutique aux Engagés publics. Alors, je vous invite à visiter boutique.engagépublic.com. Engagé public a toujours des S à Engagé public, n'oubliez pas. On a des t-shirts, on a des affiches, on a des tasses. Affichez-vous enfin comme quelqu'un de normal, comme dirait Denis Martel. Ronnie, t'as-tu ton t-shirt? Faut que je t'envoie un t-shirt, hein? Ouais, dans le fond, je vais télécharger l'application Alerte COVID. Puis je vais aussi commander un t-shirt des Engagés. Donc, visitez boutique.engagépublic.com. Commençons, messieurs, dames, avec l'actualité, qu'on lance les débats, qu'on initie un petit peu, Stéphanie, pour qu'on débat avec elle ou qu'on échange avec elle. À Québec, j'ai un ton hop la vie, mais on va baisser ça un petit peu parce qu'il s'est quand même passé beaucoup de choses cette semaine et c'était triste. Donc, d'abord, il y a Joyce Ishwakwan qui est décédée sous les insultes racistes du personnel de la santé à Joliette, si je ne me trompe pas. Legault a rencontré le grand chef du conseil Atikamekw qui affirme que son décès est dû vraiment au racisme systémique. Rappelez que dans le fond, la dame en question a reçu une dose d'un médicament qui ne lui faisait pas. Elle a essayé de le communiquer du mieux qu'elle pouvait, mais ce que j'ai vu de la vidéo qu'elle a enregistrée avant son décès, la madame se faisait juste insulter et les infirmières l'ignoraient, même l'insultaient, lui demandaient de se taire, tout ça, donc très troublant. Sinon, alors que Legault donne le feu vert à l'application Alerte COVID, que Ronnie va essayer dans quelques secondes en live pendant l'enregistrement, on inflige plus de restrictions dans les zones rouges, Québec et Montréal. Et à tout le monde en parle le dimanche dernier, donc la vice-première ministre Guilbeault a tourné autour du pot un petit peu. Ça a été difficile d'en parler, mais elle n'était pas prête à dire qu'il y a du racisme systémique
au Québec. Legault, aujourd'hui, avant qu'on enregistre, a fait en Chambre des excuses officielles à la famille de Joyce Echequan, mais quand même, c'est un sujet touché. Ronnie, je te dirige la première question. Est-ce que, pourquoi Legault n'est pas prêt à dire qu'il y a du racisme systémique au Québec? Qu'est-ce qui se passe? Je sais pas, François. Honnêtement, je comprends pas la timidité du gouvernement. Il y a peut-être deux explications. La première, c'est que François Legault est quand même en politique depuis longtemps. Et je pense que le racisme systémique au Québec est en part dû à un échec de la classe politique de pas corriger la situation. Peut-être que François Legault se dit, ça fait longtemps que je suis en politique, on n'a pas fait grand-chose là-dessus. Peut-être qu'il se sent un peu coupable, puis peut-être ce serait une admission d'échec de sa part, mais de la classe politique en général. Donc peut-être qu'il n'est pas prêt à reconnaître ça. L'autre affaire, c'est que je pense que l'électorat de la CAQ sont des gens qui n'aiment pas ça, se faire dire qu'ils sont racistes ou qui ont des biais ou qui ont des préjugés. On en a tous. Il protégerait son électorat. Exact. Je suis sûr que Stéphanie en a aussi qui sont peut-être inconscients aussi. On a tous des biais inconscients. Il faut les corriger, il faut les attaquer, il faut en parler. Quand j'étais chez les jeunes libéraux, il y a quelques années, on a essayé de monter cette consultation-là, on l'a demandé au gouvernement Couillard et c'était censé se tenir. Mais à cause de l'opinion publique, M. Couillard a changé de ministre de l'Immigration, puis la consultation va jamais vraiment eu lieu dans la forme qu'elle devait avoir lieu. C'est le même scénario qu'on voit en ce moment. Dès qu'on dit aux Québécois, il y a du racisme systémique, ils entendent « Ah, vous êtes tous des racistes », puis ils n'aiment pas ça entendre ça. Et dernier point que je vais ajouter, je trouve ça ironique que pendant un mois où on dénonce une situation de discrimination systémique que les Québécois ont subi en 1970, fédéral, on crie haut et fort, mais que le chef de l'État n'est pas capable de reconnaître le racisme systémique qui est en place aujourd'hui. Je trouve ça ironique que quand on se regarde nous-mêmes, on crie haut et fort, mais quand c'est pour les autres, silence. Oui. Stéphanie, on commence pas avec toi avec un sujet facile. Qu'est-ce que tu peux nous apporter ou comment tu vois ça, toi, personnellement? Écoute, je me souviens très bien, Ronnie, quand les jeunes libéraux ont apporté cette idée de commission sur le racisme systémique, j'étais au Parlement et je me souviens de la levée de boucliers qu'il y avait eu. Mais pour moi, c'est inadmissible, c'est incompréhensible. Je pense que M. Legault connaît très bien la différence entre le racisme systématique et le racisme systémique, celui qu'on veut l'admettre. Il comprend très bien la différence, mais je suis d'accord avec toi, Ronnie, il ne veut pas l'admettre. Il a peur d'effaroucher sa base et son électorat. Moi, je pense qu'on devrait faire confiance à la maturité et à l'intelligence collective. Je pense que si on l'explique bien, les gens vont comprendre. Il y a une grosse différence. C'est juste qu'il faut arrêter de mettre ça sur le dos de comportements individuels. C'est pas ça le problème. Le problème, c'est que dans notre réseau, dans nos institutions, c'est gangréné et ça fait en sorte qu'il y a des biais dans la façon dont sont traitées certaines personnes issues de la diversité. Ça, c'est inadmissible. Il faut arrêter le débat linguistique. Il faut nommer le problème de fond, qui est le racisme systémique. Ces gens-là, si on a peur de perdre ou d'effaroucher une base électorale, moi, je me pose la question, ils vont aller où après? Là? Ils vont ce que la CAQ a peur qu'ils vont se tourner soudainement au PQ puis que le PQ va renaître de ses cendres avec PSPP ou whoever dans une semaine? Vraiment, ils vont-tu perdre tant de plumes que ça à la CAQ? Mais non, mais François, imagine. Là, je suis prête. T'es au gouvernement. T'as un appui populaire incroyable. T'as le vent dans les voiles. Mais en même temps, tu gères une crise. Je pense que le gouvernement veut essayer le plus possible de garder son énergie de communication. On pourra reparler de la qualité de la communication sur la crise et ils ont peur de faire dérailler s'ils parlent d'un autre sujet. Oui. Puis c'est sûr que... Puis là, c'est sûr que Stéphanie, moi, on a plus d'expérience côté com, moi, c'est plus marketing. Là, mon côté, mon angle va être un peu cynique, mais si on regarde ça plus du côté logique, puis on analyse la chose, c'est clair que ceux qui demandent surtout au gouvernement d'avouer ça et d'y faire face, c'est des opposants. Fait que le gouvernement ou la CAQ n'a pas grand-chose à gagner en approuvant ça électoralement, moralement, comme leadership. C'est sûr que moi, je pense qu'il faut avoir du leadership et on peut y faire face. Puis, en tant que nationaliste puis souverainiste, je trouve ça toujours un peu difficile quand je vois M. Legault faire ça parce que moi, ça me crée un malaise. Puis, je sais pas ce que tu en penses, Stéphanie.
je trouve ça drôle quand ils prennent un air surpris quand ils se font traiter de racistes. Je trouve ça un peu porter flanc dans un premier temps. Puis dans un second temps, il y a moyen d'allier une position, même si on n'est pas tous d'accord avec le gouvernement, une position plus nationaliste ou de vouloir protéger le français, défendre l'ensemble du Québec, et juste avoir un peu de compassion humaine. Je veux dire, un n'empêche pas l'autre. Non, tout à fait. Admettre le racisme systémique, c'est pas du tout nuire à l'identité du Québec, au nationalisme. Au contraire, Michel Odette a dit quelque chose de très vrai, de très poignant, tout le monde en parle. Elle a dit « Vous avez le pouvoir, ayez l'audace ». Qu'est-ce que ça serait pas merveilleux si François Legault se levait demain matin et posait les gestes qu'il faut, qu'il admette le racisme systémique dans les institutions, qu'il pose des vrais gestes concrets de façon concertée avec les communautés autochtones? Est-ce qu'il ne surprendrait pas tout le monde? Est-ce que ça serait pas encore mieux pour l'identité québécoise, pour la population? Moi, il me semble qu'il pourrait surprendre tout le monde pour faire les bons choix. Est-ce que je rêve encore? Ah. Oui. Ça doit être pour ça que j'ai fait de la politique. C'est ça. Puis tantôt, tu parlais de garder le contrôle de l'agenda. Est-ce que tu penses que ça serait tant que ça, ça causerait tant que ça un dérapage en communication si on embarquait dans ce sujet-là puis essaie de réparer un peu la situation, d'améliorer notre paix sociale, ou tu penses qu'ils veulent tellement prioriser la communication qu'il y a en ce moment sur la COVID, puis ils veulent tellement pas perdre l'agenda puis le contrôle de l'agenda que ce genre de sujets-là sont comme on le tasse, on en parlera plus tard, là, on se concentre ça là-dessus, on a un sujet. Ou Ronnie, je te vois monter la lèvre. Tu veux-y aller? Ben écoute, c'est parce que ce que je comprends pas, moi, c'est le silence de certaines personnes dans le caucus de la CAQ, dans le conseil des ministres de la CAQ. Par exemple, tu sais, Nadine Giraud ou Lionel Carman, tu sais, je veux dire, c'est des représentants des communautés culturelles, je veux pas, puis je comprends pas leur silence sur la question. Ils devraient vraiment, tu sais, peut-être qu'à l'interne, au caucus de la CAQ, il y a des débats qui se passent, mais tu sais, je veux dire, on les a nommés, tu sais, déjà, on a nommé les 2 personnes qui sont des minorités visibles à la tête d'une commission. Je peux pas m'empêcher de voir un petit coup de relations publiques avec ça, surtout qu'on sait rien sur cette commission-là, quand elle se réunit, qui qu'elle entend. Si on est pour faire une commission, faites-la ouverte au Parlement, laissez les groupes venir s'exprimer. Tu sais, on n'aura pas nécessairement la répétition de la famille Pinot-Coron avec la charte, parce que là, c'est quelque chose de... Puis, on ne reparlera pas de la loi 21, puisque j'ai déjà parlé de mon opinion longuement aux engagés publics, puis vous savez que je suis pas très favorable à ça, puis on peut en débattre. Mais tu sais, je pense que ce gouvernement-là a tout approuvé au niveau de la lutte contre la discrimination. Puis les excuses aujourd'hui, c'était les bienvenues, honnêtement. J'ai apprécié. Je les ai pas vues, mais le fait que ça a été fait... C'est la moindre des choses. C'est la moindre des choses, tu sais. Puis je pense que il y a un moyen de partir de ça puis de monter vers quelque chose de mieux. Et vous l'avez dit, les excuses, c'est la moindre des choses. Ben oui. C'est le minimum. Est-ce qu'on peut arrêter de s'en tenir aux excuses, aux remerciements pour les gens, les professionnels de la santé qui tiennent le réseau à bout de bras pendant la crise de la COVID? Arrêtons les excuses. Passons aux vraies actions concrètes. Les communautés autochtones ont fait des propositions, notamment que les médecins fassent des stages, les médecins et infirmières fassent des stages dans les communautés autochtones afin de mieux comprendre la réalité puis endiguer le racisme en bout de ligne. Il y en a des solutions. Exactement, bâtir des ponts. Donc là, les excuses, les remerciements, oui, c'est le minimum, mais est-ce qu'on peut faire plus? Oui. Parlant de peut-être en faire plus, Segway. Il y a eu quand même beaucoup de critiques avec la gestion gouvernementale de cette nouvelle seconde vague, de cette vague qui est en ce moment. Stéphanie, je vais commencer avec toi. Comment as-tu trouvé d'abord, mettons qu'on évacue la deuxième vague, là, qui est un peu le propos vers quoi je m'en vais. Comment as-tu trouvé globalement la gestion du gouvernement face à la pandémie au Québec? Écoute, moi, je fais des communications pour gagner ma vie. Ouais. Puis je suis mêlée quand je les écoute. De l'actualité, j'en mange toute la journée, mais à un moment donné, je ne sais plus à quel sein me vouer. Puis j'imagine les gens, la population, les familles, le monde en arrache en ce moment. Ils n'ont pas le temps de s'informer 40 fois par jour puis d'actualiser leurs informations parce qu'il y a un point de presse à cette heure-là. Puis après ça, 1 heure après, il y a un autre point de presse. Puis après, il va y avoir un scrum, c'est-à-dire une mêlée de presse où le ministre va encore dire de la nouvelle information. Les gens, là, ils n'en peuvent plus. Moi, je les comprends. Puis on répond pas à leurs questions. Puis en plus, on les informe mal.
Moi, là, je suis pas impressionnée à ce moment-ci. Ah, je suis tellement d'accord avec toi, là. Puis moi, c'est un de mes points. Puis en tant que communicateur, c'est la pire des choses d'avoir à communiquer tous les jours. Parce que oui, tu bâtis un narratif, mais c'est parce que tu es constamment en train de le changer. Tu es constamment en train d'altérer ton message. Puis on va se le dire, tout le monde capte ces informations-là, je pense, comme tu l'as bien dit, à différents moments. C'est pas vrai qu'on est tous, comme nous trois, en train de regarder les points de presse de M. Legault tous les jours. Fait que l'information qui coule, qui trickle down, comme diraient nos amis au Sud, dans la population, ben, elle est morcelée, elle vient pas au même moment, au même niveau. Puis au début, je trouvais ça bon, le niveau de couleur. Puis parce qu'il faut simplifier à un moment donné, tu veux pas dire, ben voici tous les niveaux de couleur, voici toutes les actions qui vont arriver à chaque niveau de couleur, là, il y aurait une grande confusion. Fait qu'on a simplifié le message en disant, voici des niveaux de couleur, voici ce qu'on a pour l'instant. On n'a pas expliqué non plus qu'est-ce qui allait arriver, fait qu'il y a quand même une confusion qui s'est installée, puis j'ai l'impression qu'en essayant de simplifier, on a fait un bel effort, mais dans l'exécution, c'est pas facile, Ronnie, comment tu trouves ça, la gestion de la deuxième vague jusqu'à maintenant? Moi, François, là, tu me l'as pas demandé, mais je vais te raconter ma journée, OK? Parce que ça a rapport. Hey, OK? Ronnie, comment ça a été aujourd'hui? Parle-moi de ta journée. Ben écoute, aujourd'hui, François, là, un matin, là, ça me tentait d'aller bruncher, mais je pouvais pas parce que les restos étaient fermés. Ok, attends, mais Fait il qu'à faut la expliquer pêche- que t'es comme le biggest fan des brunchs ever, là. Exact. Mais à la pêche, j'étais allé faire quelque chose que j'ai le droit de faire, d'aller dans un centre commercial. Ça a-tu rapport un peu, tu sais, je veux dire, le gros truc vraiment qui encourage la consommation, puis tout, il est ouvert, puis je peux y aller. Parce que c'est la fête à mon coloc aujourd'hui, fait que bonne fête en Bonne remords en fête, passant. coloc. Il écoute pas nos podcasts, mais c'est pas grave. Je vais le forcer à l'écouter, puis qu'il voit Mais une il raison voit de la la faire, surprise. là. C'est ça. Mais non, mais pour vrai, tu sais, je suis allé lui acheter un cadeau. Fait que je suis allé dans un centre commercial. Je suis allé au EB Games. Puis je suis allé... j'étais allé dans une librairie, tu sais, au Indigo, Ok. genre une grosse chaîne. Ok. Mais comme les petits restos puis les petits commerces, tu sais, sont pas ouverts, tout ça. Donc moi, ça m'a pris... Moi, quand ils ont annoncé que genre, fallait qu'on ferme tout, puis tout, moi, ma question, c'est, j'ai-tu le droit de voir comme une ou deux personnes dans un parc bien distancé, puis tout. Puis ça m'a pris comme... Ouais, ça m'a pris 4 pas jours à clair. avoir la vraie réponse du C'était pas gouvernement. clair Là. au début. Puis Au la début, réponse, c'était c'est comme... non, hein, si j'ai bien compris. Ouais, ça, moi, en fait, c'était vendredi le 25, OK? Ouais. Puis genre, j'ai fait un affaire dans un parc avec le gouvernement. Tu sais, comme j'ai fait un affaire dans un parc avec des amis. Puis ce jour-là, le ministre, c'est comme, faites pas de party de fête. Tu sais. Moi, j'étais comme, OK, mais genre, mon affaire, c'est un party de fête parce que c'est comme dans un parc, c'est distancé, on n'était pas encore en zone rouge, tu sais. Fait que j'étais vraiment confus. Fait que j'étais comme, je fais-tu ma fête ou je fais pas ma fête? Après, je suis comme, OK, mais je vais faire ma fête, mais comme, tu sais, on a bien respecté la distance et tout. Parce que c'est bien passé puis tout ça. Mais j'étais confus. Fait que j'étais comme, j'ai parlé là-dessus avec mon coloc, puis là, il m'a dit genre, mais tu sais, techniquement, c'était pas permis. Je suis comme, oui, mais c'était permis. Puis là, on a débattu là-dessus. Puis, parce que ça un peu, ça délimite ça définit notre confusion. Genre, même nous, on n'était pas sûrs de ce qui était permis, ce qui n'était pas permis. T'sais. Fait que, pour vrai, je comprends que c'est pas facile. Puis les codes de couleur, tu sais, Doug Ford qui dit genre, mais il m'a dit que ça compliquait la vie des gens. Puis là, il est comme, non, c'est pas vrai, c'est pas ça que j'ai dit. Tout, puis en tout cas. Mais, bref. Ça pour dire que c'est vraiment Moi, ce pas que tu facile. vois avec ça, là. Mais ce que je veux dire, c'est que moi, je suis mêlé. Mais là, je suis un peu moins mêlé, là, c'est clair. Mais comme, c'est juste, on dirait qu'il y a comme beaucoup, il y a beaucoup d'affaires. Le code de couleur, je trouve ça un peu mêlant parce que là, on dit, on va aller en rouge, mais pas rouge exactement. Ça va être comme rouge avec une teinte d'orange ou orange avec une teinte de rouge. Tu sais, Ben, c'est parce que on est en rouge, mais les mesures à l'intérieur de tout ça, c'est. Dans le fond, le rouge, c'était juste pour indiquer un niveau d'alerte, puis il improvise ou il change les mesures à l'intérieur de ça. Mais je t'écoute, Ronnie, puis je t'écoute, Stéphanie, puis je viens d'allumer sur quelque chose, gang. C'est un gouvernement, dans le fond, qui veut pas déplaire. Dans les deux cas, dans le décès de Royce Echaquan, Joyce, merci, ouais. Echaquan, et dans le sujet qu'on a, on dirait que c'est un gouvernement qui veut tellement pas déplaire qu'il manque, je veux pas dire la colonne vertébrale, je ferais peut-être pas mieux à leur place, mais il manque ce edge-là, la confiance et le côté décideur pour dire on a besoin de ça, on est gouvernement, voici ce qu'on va faire. Tu sais, dans la Deuxième Guerre mondiale, là, je reviens à ça parce qu'on vit une situation aussi grave que les grands événements de notre histoire comme ça. On vit ça, tu as besoin de gouvernements qui vont prendre des décisions qui vont parfois déplaire, mais qui le font pour le bien dans des situations du peuple. C'est un peu poche à dire, là, mais à un moment donné, tu as besoin d'avoir quelque chose, des décisions qui sont prises, puis que ça apparaît. Là, si on y va à tatillon pour ne pas déplaire à tout le monde, puis on ne veut pas toucher les centres commerciaux parce que ça va tuer l'économie, je pense que ce qu'il faut prioriser, c'est la santé des gens.
si on peut avoir des commerces ouverts, puis si on peut avoir des opérations ouvertes sans nuire à la santé de la population, mais faisons-le. Mais bon Dieu, soyons confiants, assurés et clairs dans nos communications. Essayons de maintenir au moins certaines phases où on a le même message pendant toute une semaine. Si on prend un peu d'avance. Peut-être qu'ils ont été un peu trop surpris par la seconde vague, ou du moins peut-être qu'ils vont peut-être au jour le jour un peu trop. Qu'est-ce que vous en pensez? Mais non, là. On n'était pas sorti de la première vague qu'on parlait de la deuxième vague. C'est vrai. Je ne peux pas comprendre Mme Guilbeault qui, à tout le monde en parle, dit la deuxième vague est arrivée très vite. Tout le monde savait qu'elle arrivait. Je suis d'accord. Ils ont manqué de préparation, ils ont pris ça à la légère, ils ont laissé beaucoup de permissions pendant l'été et ça a rattrapé le Québec. Et je pense qu'on n'est vraiment pas sorti du bois. L'autre aspect, c'est qu'il faudrait être... peut-être va falloir sévir si la population ne suit pas. Ça va être encore plus difficile si on se rend compte à un moment donné qu'il y a encore des gens qui se voient, que les chiffres montent encore. Il faudra que le gouvernement monte des crocs, qu'à un moment donné, on applique des mesures plus serrées. Là. Moi, j'étais pas d'accord et je trouvais ça vraiment exagéré, l'amende de 1 000 $. Et jusqu'à ce que je parle avec Amir Kadir, qui est toujours un collaborateur avec moi, je travaille beaucoup avec lui, et il n'y a personne qui me convainc mieux que lui de toutes les mesures qu'il faut mettre en place. Je ne sais pas si c'est parce qu'il est médecin puis il est infectiologue. Il est bon communicateur aussi. Là. Exactement. Mais si lui arrive à me le faire comprendre, là, je pense que le gouvernement, donc, avec toute l'équipe de communication, avec tous les experts qu'ils ont, ils doivent être capables d'y arriver. Là. Il m'a même convaincu de l'application de traçage. C'était vraiment pas gagné. Puis moi, j'hésitais à l'installer. Là, j'ai vu que le gouvernement a recommandé de le faire, mais là, j'ai vu que, c'est quoi, là? C'est le PQ et QS refusent d'encourager son téléchargement. Qu'est-ce qui t'a convaincu, toi, ou quelle info tu pourrais nous partager qui nous convaincrait, ou qu'est-ce que tu en penses, finalement? Mais j'ai été longtemps partagée parce que je comprends tout à fait la position de Québec solidaire puis du Parti québécois. C'est vrai qu'en cet été, il y a des experts qui sont allés à l'Assemblée nationale. Ben, ils sont pas allés à l'Assemblée nationale, mais ils ont témoigné en commission, disant que ça va surtout amener beaucoup de faux positifs et donc probablement une congestion dans les cliniques de dépistage qui sont déjà débordées. Mais ce que Amir Kadir me disait, c'est que on est dans une situation tellement grave, tellement plus grave qu'on le pense, que chaque mesure, même si son efficacité n'est pas entièrement prouvée, doit être tentée. Ça, je vous rappelle que c'est l'homme qui a demandé dans les premiers à imposer le masque dans les lieux publics quand le gouvernement voulait rien savoir. Moi, je me souviens, j'ai travaillé avec lui, on essayait de convaincre le gouvernement qu'il se passe quelque chose, puis il a vu juste. Donc, j'aurais tendance à lui faire confiance, mais je comprends aussi que quand tu as une panoplie d'experts qui viennent en commission dire que c'est pas si efficace que ça, effectivement, ça peut ébranler ta position. Ronnie, as-tu réussi à l'installer? Moi, je l'avais installé, en fait, il y a un bout, mais là, ça marchait pas parce que c'était pas actif au Québec, mais ça, je le savais pas. Parce que j'étais comment ça sert à rien, cette affaire-là. Puis là, quand ils ont dit, finalement, c'est actif au Québec, je suis comme, OK, ça marchait pas ici. Je savais pas. Fait que là, c'est ça ressemble à ça. C'est super intéressant. Sais-tu comment ça marche? Vous voyez pas mon écran, hein? Non, on voit pas. Surtout les auditeurs qui sont à l'audio. Non, en effet, mais je veux dire, vous, là, mais dans le fond, là, j'ai installé ça, puis là, ça dit aucune exposition détectée, fait que personne près de moi a signalé avoir la COVID-19, c'est bien. Parce que dans le fond, là, ton application, toi, elle crie, je m'appelle Ronnie, elle crie ça à 2 mètres. Puis quand quelqu'un, mettons Stéphanie, si vous allez au supermarché, puis vous croisez, à moins de 2 mètres, puis qu'elle aussi, elle a l'application, bien, elle, son application, elle crie « Je suis Stéphanie ». Puis à un moment donné, vous allez enregistrer chacun que toi, Ronnie, sur l'application, tu as croisé Stéphanie et inversement. En fait, t'enregistres quand tu as la COVID. Non, mais l'application enregistre les croisements, OK? OK. C'est anonymisé, mais tu enregistres les croisements. Puis quand, mettons que toi, malheureusement, t'es coté positif, ce que j'ai compris, c'est qu'on va te donner comme un code sécuritaire pour te déclarer positif dans l'application. Et là, tous ceux qui t'ont croisé vont se faire dire « Allez vous faire tester ». C'est quand même bien pensé, mais effectivement, il y a des... Oui, vas-y, Stéphanie. Et par contre, je veux amener un point très important. C'est le moment. Ça ne devrait pas dispenser le gouvernement de débloquer des fonds et d'engager plus de gens pour faire le traçage manuel. Oui. Parce que ça marche.
ça fonctionne bien, mais il y a juste pas assez de gens qui le font. Alors, l'application, là, ça devrait pas être une façon de se sortir de ça, puis de pas avoir embauché des gens, puis former des gens pour faire ça. On va en avoir besoin pour un bon moment, là, donc il faut développer ça. En effet, puis je pense qu'il devrait travailler vraiment fort à développer le test parce que t'as pas à te faire mettre quelque chose dans le nez, parce que moi je l'ai fait, puis c'était vraiment pas le fun. T'es pas si pire. Fait que C'est pas si pire, s'ils peuvent faire le test pas dans le nez, moi je vais y aller à tous les jours me faire tester, ça me dérange pas. Et boy, que tu me donnes le goût de dire des choses niaiseuses et grivoises avec notre statut explicite de balado, mais je le ferai pas. Sur ça, je vais prendre une gorgée de vin. Non, mais pour elle, le truc dans le nez, là, j'ai pas aimé ça. C'était pas si pire, fais pas peur au monde. Mais c'est quand moi j'étais négatif, donc c'est bien. Passons, est-ce qu'il y a d'autres choses là-dessus, gang, sur Québec, la zone rouge, ça va, on y va. Passons aux oppositions et au Canada, notre deuxième pays favori. Désolé, Ronnie. Il y a eu ce soir le discours du trône qui a été adopté à Ottawa. Et le gouvernement, donc, Trudeau est maintenu grâce à l'appui du NPD. Donc, on n'aura pas d'élection fédérale en pleine deuxième vague. C'est tant mieux pour nous autres. Je pense qu'on n'est pas les seuls à être contents. Je pense qu'au gouvernement, on est bien contents. Ouais. Le Parti vert du Canada prend Amani Paul comme nouvelle chef. Elle est élue comme nouvelle chef. Ça va être très intéressant d'en parler. Après une longue campagne aussi, c'est l'heure du vote pour les membres du Parti québécois cette semaine. Donc, pour ceux qui sont membres et à l'écoute, visitez pq.org pour faire votre choix. Je pense que ça sera dévoilé vendredi soir. Pendant ce temps, il y a le PLQ qui veut reprendre le flambeau du nationalisme, me met LP dans les notes. Je ne sais pas à quel flambeau tu fais référence, LP, mais Anglade a réclamé des excuses de la part du gouvernement du Québec pour ce qui est arrivé pour la crise d'octobre et elle a bloqué une motion du Parti québécois, une motion qui aurait été unanime avec l'appui du PLQ, qui demandait les excuses du gouvernement fédéral. Donc, Stéphanie, est-ce que tu veux te lancer sur le PLQ? Je te vois hocher de la tête. Qu'est-ce que ça t'inspire, ça, cette aventure libérale? Écoute, probablement ce qui s'est passé, là, c'est qu'il y avait un mot dans la première motion qui marchait pas, donc ils ont décidé de pas la laisser passer. Puis là, après, ils ont voulu recadrer maladroitement, on s'entend, là, en essayant comme autre chose. Mais pour moi, c'est clair, la chef, elle veut le beurre et l'argent du beurre. Elle veut montrer que son parti est capable de reconnaître là, que 500 arrestations légitimes, c'était pas la meilleure idée du monde, et noyer le poisson en diluant la responsabilité du fédéral. Moi, je pense que la chef libérale devrait mettre son énergie dans des propositions, des idées, remettre son parti sur les rails. Le PLQ a pris du retard. C'est une nouvelle chef, elle a tout à prouver, tout à gagner. Elle devrait se focusser là-dessus plutôt que, je veux pas dire... les vieux débats? Les enfants. Pas tant des vieux débats, mais tu sais, juste de la petite chicane, là, de la petite politique. Les maudits chicanes parlementaires, Stéphanie. Les petites affaires, les petites guerres parlementaires. Ronnie, je te vois pas mal hocher de la tête. Moi si j'avais un mime là, pour décrire la situation, ce serait celui du Pikachu qui est surpris, là. C'est genre, je sais pas si vous connaissez. Puis dans le fond, il y a une couple de semaines, j'ai vu Gabriel Nadeau-Dubois qui était comme le PLQ a refusé notre motion, genre c'est inacceptable et tout. Puis dans le fond, c'était genre le libellé, là, ça disait considérant que les derniers gouvernements ont complètement démoli le système de santé, puis il était comme oh my god, le PLQ a refusé. Mais je comprends, tu sais, enlève cette phrase-là, ils vont l'accepter, tu sais, genre pourquoi tu dois dire dans ta motion, tu sais, le gouvernement du PLQ a complètement ruiné le système de santé, tu sais, genre elle est où la bonne foi, dans celle du PQ, là. Tu trouves une excuse? Non, je te parle d'une motion de GND sur le système de santé il y a genre 2 semaines. J'avais vu son post Facebook. Okay. C'est que les motions, les policiers, ils spinnent ça dans la population comme si, c'était des lois, alors que comme c'est pas contraignant, puis c'est des motions, tu sais, genre dans le sens que comme... quand t'es à l'opposition, c'est tout ce que tu peux faire, là. Exactement, François. Non, je suis d'accord. Comme au municipal aussi, on fait des motions. Comme quand je travaillais à l'opposition, au municipal, on faisait des motions. Mais je veux dire, c'est pas contraignant, tu sais, dans le sens que comme tu peux changer des mots pour t'adapter à ce que l'opposition veut. Si le PLQ te dit j'aimerais ça que tu dises pas que j'ai détruit le système de santé dans ta motion, puis je vais l'accepter, pourquoi tu le fais pas, genre? T'sais? Oui, mais c'est vrai. C'est eux qui ont détruit le système de santé. Disons qu'ils ont mis la hache
OK. au complet dans le bout de bois. On s'entend, là, la loi 10, les coupes, et, et aussi, là, les motions, je m'excuse, mais ça a une valeur morale. Ah, je te dis que oui. C'est voté dans 100%. le Salon Bleu, la maison du peuple. Mhm. 100%. 100%. En même temps, pourquoi est-ce que Ben, c'est un Chuck piège. qui accepte... Mais pourquoi, ouais, c'est ça, mais pourquoi C'est un tu piège Chuck qui politique. C'est un piège Ouais, mais là, politique, c'est comme je vais surligner une erreur que tu as faite. Ouais. Puis c'est comme si, mettons, moi je vais le mettre pour ma gang souverainiste, c'est comme si on avait dit pourquoi le PQ refuse une motion sur la paix dans le monde, si dans la motion il y a le fait qu'on a un peu destroyé le système de santé avec le virage ambulatoire. T'sais? Fait que c'est un piège politique que tu tends où tu y mets d'en face une erreur qu'il a Non, faite. mais c'est ça. Puis après ça, tu peux dire oh non, il n'a pas aimé la paix dans le monde ou il n'a pas aimé. Mais l'objectif d'alors, c'est jamais de passer, c'est pas de passer la motion, c'est juste de faire de la politique. C'est de la partisanerie. Mais c'est ça, exact. Fait que, tu sais, je suis pas en train de défendre le PLQ parce que, en effet, comme, tu sais, on aurait focusé sur autre chose. Ouais. Puis comme, tu sais, je vais en ai parlé, là, du racisme systémique, tout ça, on chiale pour ce qui s'est fait. Puis, tu sais, personnellement, oui, je suis d'accord, là, c'est indéniable qu'il y a eu des abus, des arrestations arbitraires. Maintenant, est-ce que l'état d'urgence aurait dû déclarer, puis l'armée à un certain niveau pour comme un couvre-feu ou quelque chose, ça, c'est débattable, tu sais. Est-ce qu'une intervention de l'armée, jusqu'à un certain point, aurait pu être justifiée si c'était demandé par le premier ministre du Québec puis le maire de Montréal? Peut-être. Mais au niveau qu'ils l'ont fait, non. Puis les arrestations, non. Tu sais, je veux dire, c'est des suspensions des droits fondamentaux, puis non, tu sais, je suis pas d'accord. Bon, je suis content que tu dises ça, mais je te laisserai pas aller aussi facilement René Al-Nazir. Attention. Vas-y. Le Parti libéral a quand même switché la demande d'excuses du gouvernement du Québec, du gouvernement fédéral au gouvernement du Québec. Tu trouves ça normal, toi? Ben, le gouvernement fédéral a agi selon une demande du gouvernement du Québec. Fait que ça, on le sait, c'est documenté, là. C'est pas genre Trudeau qui a fait comme OK, j'envoie l'armée, comme let's go, tu sais, genre du jour au lendemain. Moi, Paul Saint-Pierre Plamondon a dit quelque chose là, pendant la campagne du PQ qui m'a vraiment choqué. Il a dit on parlait d'envoyer l'armée là à un moment donné dans les CHSLD, puis tout, puis là, quand Trudeau a dit on va peut-être réformer les CHSLD dans le sens de donner des balises aux provinces, puis là, tout le monde dit que c'est un overstep sur les compétences des provinces. Puis là, PSPP a dit comme si Trudeau genre il fait semblant, mais dans le fond il hésite pas à envoyer l'armée comme son père, tu sais. Je suis comme mais voyons donc, tu sais, Justin Trudeau est pas responsable de ce que son père a fait. Il parle aux membres, là. Non, je sais, mais comme c'est ce genre de vocabulaire-là, c'est ce genre de discours-là qui vient des gens qui sont comme on est vraiment offensés par ce qui s'est passé pendant la crise d'octobre, avec raison, mais comme avec ce genre de discours-là, tu sais, Bastien qui dit moi je suis le seul qui insulte Justin Trudeau puis qui l'attaque. Je suis comme cool, mais comme tu sais, peut-être que tu devrais pas juste attaquer Justin Trudeau, tu sais. On va le savoir vendredi. Non, mais c'est ça. En tout cas, bref, ça pour dire que la rhétorique, je la trouve vraiment pas bonne. Ouais. Je trouve que c'est toxique comme débat. La façon que le débat est fait est toxique. T'as raison là-dessus, le parti n'arrête pas. Juste pour ajouter une couche sur le PLQ, sont dans la misère. Ça sera pas facile parce que cet exemple-là, cet épisode-là, met en lumière l'espèce de grand écart qu'ils essayent de faire en ce moment, qui est pas facile pour eux autres. Puis c'est un peu ce que je vais un peu faire du ménage sur ce que Stéphanie a mis, t'as placé la table un peu. Ils essayent d'avoir une espèce de nouveau vent progressiste et nationaliste pour reprendre des votes et des comtés à l'extérieur de l'île de Montréal. Mais ça va être difficile. Puis on les voit là, s'écarteler tranquillement entre OK, je vais aller chercher un peu plus de votes en région, mais j'ai toujours ma base anglophone à Montréal. Ça sera pas facile là, pour eux autres. Là. C'est-tu par moi, ça? Vous deux, mais, ce que vous voulez. Mais en effet, ce sera pas facile, tu sais, dans le sens que l'affaire en anglais, là, ça, je vais revenir là-dessus. Okay? Parce que moi, ce qui m'a choqué, là, c'est la façon que le journaliste a réagi. Moi, là, j'ai pas trouvé ça professionnel. Là, je suis désolé. Genre, laisse-la finir son point de presse, puis après, va te plaindre à la tribune. T'sais. Laisse-la finir son point de presse. Laisse-la dire ses affaires. Comme, OK, ça t'a choqué qu'elle parle anglais, mais d'un, il a fait comme, j'ai jamais vu ça. Il a pris part politiquement à l'événement en faisant ouais, ça. c'est ça. C'est comme. Puis l'affaire, c'est que. Est-ce que son nom déjà? J'ai toujours un blanc sur son nom. C'est Louis. Louis Lacroix. C'est Louis Lacroix, c'est ça, exactement. Mais ça, c'est qu'il est devenu la nouvelle. Je trouve pas ça correct. Oui, mais... Il a pris part, il n'est pas devenu. Mais Ronnie, il faut comprendre là, qu'il y a des traditions à l'Assemblée nationale et normalement, tu fais ton point de presse en français. Et tu réponds aux questions en anglais après les questions en français.
l'Assemblée nationale, c'est un lieu de la francophonie. On y parle français. C'est la langue qui doit être mise de l'avant. C'est vraiment traditionnel, là. J'avais jamais vu ça. Puis j'ai été plusieurs années à l'Assemblée nationale. J'avais jamais vu ça. Je comprends que le journaliste a réagi, mais il faut dire que c'est un lieu quand même un peu sacré où il y a des procédures, il y a une façon de faire. Puis quand on sort de ça, mais ça peut créer un peu de remue. Mais dans le Salon Bleu, tu as le droit d'exprimer dans la langue que tu veux. Dans le Salon Bleu, tu as le droit de faire des interventions en anglais. Il y a des députés par le passé, un que je nommerai pas pour l'historique électoral, l'historique qu'il y a eu qui s'exprimait en grec. Il y a des... Tu as le droit de t'exprimer en plusieurs langues. Puis Dominique Anglade, elle a fait son intervention en français, d'abord, comme il se doit. Mais après, elle a décidé de la répéter en anglais. Elle ne l'a pas juste fait en anglais. Une des confusions là, que son équipe a souligné, une des confusions, c'est que maintenant, le gouvernement fait aussi ça. Puis ce que je pense des journalistes expliquaient en ligne, c'était que c'est une espèce d'entente qu'ont le gouvernement avec la tribune des journalistes, la tribune de la presse, parce qu'avec la pandémie, c'est un cas spécial, puis on veut s'assurer qu'on communique les nouvelles mesures, puis c'est compréhensible, aussi bien à la population francophone qu'à la population anglophone. Il ne faudrait pas que la barrière de la langue devienne un facteur qui met en danger la sécurité de la population allophone ou anglophone. C'est compréhensible. Je peux comprendre que son équipe et Mme Anglade, il y a eu peut-être une opportunité ou du moins une nouvelle normale dans laquelle elle a voulu s'inscrire puis qui est bon pour elle et son parti. Mais je vais te relancer, Ronnie, là-dessus. C'est l'épisode où je te laisse pas te défiler. Là. Vas-y. Si M. Lacroix n'avait pas soulevé le fait, de la manière qu'il l'a fait, on pourra critiquer la manière qu'il l'a fait parce que ça reste Louis Lacroix pour ceux et celles. Stéphanie, je pense que tu as sûrement déjà parlé. Il a sa couleur, M. Lacroix, de son style. S'il n'avait pas fait, mais ça aurait passé dans le beurre. Là. Puis là, les plus péquistes des péquistes l'auraient souligné, puis ça n'aurait pas fait la nouvelle. Là, grâce à lui, on a pu au moins souligner la chose au niveau national, puis mais il aurait absolument dû aller à la tribune parlementaire puis lui dire qu'elle n'aurait pas dû faire ça. Mais moi, ce que j'ai pas aimé, c'est de l'interrompre en plein milieu de son intervention. Ouais. Mais je défends pas Dominique Anglade de l'avoir fait. Qu'elle a eu raison ou non, ça c'est débattable, puis on peut en parler. C'est plus la façon qu'il le fait. Je trouve pas ça correct parce que c'est un manque de respect, je trouve, envers Dominique Anglade puis son point de presse. Fait qu'il aurait dû aller se plaindre, mais après. Pour clore, c'est très intéressant, un débat. Je dirais que l'atmosphère et le stress qu'il doit y avoir à l'Assemblée nationale en ce moment là, doit affecter beaucoup de gens. Oui. Les nouvelles règles, le fait qu'il y ait beaucoup de délimitations, moins d'accès aux députés aussi. Je pense que ça doit affecter quand même beaucoup l'atmosphère là-bas. Donc, je ne veux pas excuser personne, mais je pense qu'on devrait prendre ça aussi en considération. Ben moi, j'aimerais faire une pause sur ce que tu viens de dire, puis te demander, est-ce que tu penses que ça affecte le gouvernement? Est-ce que tu penses que ça affecte tout le monde avec l'expérience que tu as? Tu penses que tout le monde est un peu plus fatigué? Tout le monde, ça a été une année tough, toujours une nouvelle ou des grands événements à chaque semaine. Tu penses que c'est ce qui peut expliquer beaucoup ce qu'on voit dans l'actualité politique au Québec? Moi, je pense que oui. L'Assemblée nationale, c'est honnêtement un bel endroit où travailler normalement. Il y a quand même une belle collégiatude, c'est une camaraderie quand même là, entre les partis, entre les journalistes et les employés, tout ça. C'est un lieu où on aime ça, on se sent privilégié de travailler là. Imagine ça, t'enlèves les visiteurs, tu crées des nouveaux espaces pour les points de presse, t'as moins souvent accès aux députés, je parle même pas des gouvernements, il y a moins de gens dans les salons bleus, t'es limité pour faire ton travail. Si t'as pas accès aux députés de l'opposition comme du gouvernement, en tant que journaliste, tu peux pas poser toutes les questions toujours que tu veux, mais là tu te ramasses à devoir passer par les attachés de presse, tout ça, donc oui, ça doit avoir un effet sur le moral, l'atmosphère qu'il y a à l'Assemblée nationale puis dans la couverture médiatique. Es-tu en train de dire que c'est des humains? Oui. Tabarnak! C'est plein d'humains à l'Assemblée nationale. Moi, je suis d'accord. J'ai eu 3 semaines à peu près la chance d'aller témoigner à l'Assemblée nationale dans une commission parlementaire pour ma job. Puis c'était différent. Là. J'étais allé plusieurs fois avant pour des simulations, pour peu importe, plein d'affaires. C'était pas le même vibe? C'était vraiment différent. Là, on n'est pas passé par le pavillon des visiteurs, le nouveau.
On a été conduit direct à notre salle de commission, puis on n'avait pas le droit de bouger. Il n'y avait personne dans le foyer, il y avait personne dans... On est passé par comme plein d'escaliers pour éviter le monde. J'ai croisé une personne que je connaissais, mais normalement, tu passes dans le couloir où il y a tous les bureaux des députés, puis des fois, tu croises des gens que tu connais. Tu jases un peu. C'est ça, par chance, j'ai croisé une attachée politique de Dominique Anglade que je connaissais, à qui j'ai dit bonjour, puis tout, mais à part ça, j'ai croisé personne. Le page nous a amenés, nous a accompagnés. C'était vraiment genre plus rigoureux, strict. Puis les commissions, j'étais assis avec ma collègue, on était assis vraiment à 2 mètres. On ne pouvait pas se communiquer entre nous. On était vraiment distancés avec les députés, le ministre, tout ça. Donc, c'était vraiment différent, là, clairement. OK, pour clore le segment, je voulais juste réinviter là, tous les péquistes membres à voter. Vos engagés publics, on essaie vraiment de mettre l'activisme et l'engagement citoyen de l'avant. Donc, vous êtes membre, ça vous tente pas, ça vous tente, faites-le. C'est votre voix, c'est votre pouvoir que vous avez déterminé la direction du Parti québécois. Donc, utilisez ce droit, ce pouvoir. Informez-vous sur PQ.org pour le faire. Je serais quand même curieux de vous entendre. Est-ce qu'on fait des prédictions? Est-ce qu'on fait des souhaits? Je vous laisse choisir un des deux. De mon côté, je prédis PSPP par 2 tours. Stéphanie, à qui tu prédis ou tu veux au PQ? Hey, c'est difficile, j'ai suivi ça hein? de loin. Je connais pas les dynamiques internes. Là. Souvent, ça aide aussi là, à mieux comprendre là, puis à se projeter dans l'issue du vote. J'aurais tendance à dire Sylvain Gaudreault, peut-être parce que je l'ai vu aller à l'Assemblée nationale. Okay. Et je me dis, peut-être qu'il y aura un bloc d'appui de sa région. Ça pourrait l'aider. Est-ce qu'il est le deuxième choix de plusieurs? Je le sais pas. Mais bon, il a eu l'appui de Gilles Duceppe, si je me trompe pas. Oui, ça pèse. Ça a pas servi à M. Coderre ni à M. Lisée, donc ça va être à voir si ça l'aide. Les Bleuets au pouvoir, toi. Ronnie? Oui, dans le fond, PSPP, il y a eu l'appui de Tom Mulcair. C'est quand même quelque chose d'impressionnant. Ouais. C'est pas une joke, hein? À la joute, ils ont forcé Tom Mulcair à se prononcer. Ça, ils l'ont forcé à faire un choix. Ça veut pas dire qu'il voterait. Il a dit, si j'étais péquiste, je voterais pour PSPP parce que c'est un renouveau et tout. Je le trouve un peu trop identitaire. Puis je trouve qu'il y a beaucoup... je trouve que c'est pas Bastien. C'est pas Bastien, là. Bastien est next level, là. Mais, tu sais, quand je l'entends dire, genre, nous sommes en état d'alerte linguistique, tu sais, genre, de crise linguistique, tout ça, puis comme il est vraiment alarmé, je le trouve. Moi, je pense qu'on devrait faire un spin-off d'émission. C'est l'autre soirée à la table du midi, whatever. Puis c'est toi et Bastien ensemble qui soupent ensemble. Moi, je t'ai pris ça. Ça serait extraordinaire. Non, mais, PSPP, tu sais, je veux dire, il y a beaucoup les problèmes, je trouve, qu'on reprochait à Justin Trudeau. Mm-hmm. Je trouve qu'il est beaucoup sur son image, puis c'est un brand, là, il est en train de bâtir un brand, tu sais. Il a sorti un livre dans lequel il critique vraiment Mélanie Joly, avec qui il a fondé Génération d'idées, en disant que son parcours est l'archétype du colonialisme, tu sais, alors que le gars est allé à McGill, genre, tu sais, comme, tu peux-tu un peu rationaliser, genre, tu sais, comme, être un peu moins intense. Regarde. Tout le monde parlait au péquiste seulement cette année. Non, c'est ça, exactement. Tu sais, j'ai hâte de voir que, peu importe le chef, j'ai hâte de voir cette personne-là parler à la population générale, puis vraiment attirer la population. Moi, je pense que ça va être PSPP, parce que malgré tout, il représente ce renouveau, c'est quelque chose de nouveau, c'est quelque chose de... Mais il y a des bonnes chances pour Gaudreault, pour la même raison que Stéphanie, je pense qu'il va être deuxième choix de beaucoup de gens, puis qu'il va se faufiler comme gagnant. Pouvez-vous imaginer, si ce n'est pas Sylvain Gaudreault, la job difficile qu'aura le prochain chef du PQ de ne pas être à l'Assemblée nationale, dans une dynamique où la CAQ est dans le tapis, les oppositions se démènent comme des diables dans le bénite, là? Tu gardes Bérubé à l'Assemblée nationale comme chef parlementaire. Ouais, Bérubé qui fait un excellent travail d'ailleurs, mais si Gaudreault revient, je pense qu'il y aurait des chances peut-être que, je sais pas, Catherine Fournier revienne au PQ. Puis je pense que ça serait bienvenu au PQ. Là. Je pense qu'ils s'ennuient terriblement d'elle parce que c'est une députée genre qui fait... Aujourd'hui, elle a mis une vidéo, là. Je sais pas si vous l'avez vue. Les raisons pourquoi il est parti n'ont pas changé. Hein. Non, je sais, mais avec quelqu'un comme Sylvain Gaudreault, il est peut-être plus parlant. Il est peut-être plus... Je pense pas que c'est une question de leadership. Le problème avec Catherine Fournier, non. Mais tu sais plus que moi, là. T'étais là quand elle est partie, fait que je sais pas... Je sais pas, mais... Tu sais que le brand était brûlé. Le brand n'est pas mieux... Ouais. Non, c'est vrai. Mais je sais pas, je pense qu'ils doivent terriblement s'ennuyer de quelqu'un comme Catherine Fournier qui est peut-être un peu jeune pour être chef de parti, pour le moment, mais comme dans le sens... Qu'est-ce que tu as contre les jeunes chefs de parti?
Absolument rien, mais tu sais, je veux dire que, disons, dans 3-4 ans, Catherine Fournier, chef d'un parti, contender, absolument, là, tu sais, je veux dire. Mais Je dans pense quel que ce serait parti? Il va quelqu'un, se partir un parti? je sais pas, mais ce serait quelqu'un, par exemple, qui aurait bénéficié d'une expérience de ministre avant de devenir chef de parti. Je pense que si elle avait pu être ministre dans n'importe quel gouvernement, elle aurait vraiment bénéficié de ça. Puis elle aurait eu... Là, Moi, les chefs de parti qui n'ont pas été ministres, là. Hein, Stéphanie? Non, mais... Non, moi non plus, je crois pas à ça, là. Non, je dis pas que c'est nécessaire, mais je pense que Catherine Fournier, si elle avait pu être ministre, là, je pense qu'elle ferait une bonne candidate comme chef de parti, mais si elle avait été ministre, elle ferait une excellente candidate comme chef de parti. Je pense que le futur du souverainisme peut passer par elle, puis d'autres personnes. Oh là là! C'est une grande déclaration, ça! Moi, je trouve que c'est une invitation. Je vais vous organiser une soirée, je vais le faire, ben un spin-off de bonne idée, non, mais elle, PSPP, tu sais, je veux dire, il y a une convergence, je pense. Les jeunes souverainistes doivent, si j'étais souverainiste, c'est ça que je dirais aux souverainistes, c'est les jeunes doivent se partir quelque chose, doivent s'organiser, doivent faire un peu de pression. J'ai une fille Borgen, je sais pas si vous avez déjà vu la série Borgen. Je connais, j'ai pas vu, mais je sais quoi. Mais dans le fond, la personnage principale est première ministre, après elle perd. Ah, tu peux que je te spoil? Non, là, je viens de commencer. Ok, oui, c'est bon, une chance qu'elle arrête. Ok, mais en tout cas, à un moment donné, elle est plus première ministre, mais je te dirai pas comment. C'est pas grave. Voyons donc. Mais ça, c'est vraiment... Non, ça, t'as pas le droit de faire. Ça doit être un mensonge. S'il fait ça, niaise. Peut-être pas. Elle va le découvrir. C'est comme Game of Thrones, les gens se donnent des faux spoilers. Non, je te spoilerai rien pour elle. Mais c'est vraiment bon comme série. T'es rendu où? Si tu gâches Borgen, je reviens pas. Non, t'es rendu où? T'es rendu où? La première saison. Ok, c'est bon. Je commence. Je dis plus rien, c'est bon. C'est On vraiment va faire un suivi là-dessus. François, écoute ça. Je voulais prendre un petit moment, je veux profiter de ma position dans le balado pour faire un petit moment personnel. Vu qu'on parlait du PQ, je veux souligner le départ de Stéphane Jolicoeur qui est décédé apparemment de la COVID, qui était bien connu dans l'univers péquiste, qui j'ai travaillé. Donc c'est pour ça que je voulais quand même le saluer et le remercier. Donc merci Stéphane. Quelqu'un qui avait une grande générosité. Donc je suis sûr que je vais parler généralement, mais je suis sûr que Ronnie et Stéphanie, ça fera écho à des gens que vous connaissez. On travaille d'arrache-pied. Il y a des fois des joutes partisanes dégueulasses. Il y en a qui aiment ça, il y en a qui aiment moins ça. Ça fait partie de la politique, il faut vivre avec. Mais il y a toujours ces gens-là qui font ça pour, peu importe le parti, là. Ils font ça avec leur cœur, ils font ça avec leur passion, ils font ça avec leur sueur. Ils sont généreux, ils donnent du temps aux militants. On croise tous des organisateurs extraordinaires dans notre vie comme Stéphane Jolicoeur. Donc, je voulais juste souligner son départ malheureux et te remercier, Stéphane. Merci. Continuons là-dessus, oui, François, je suis sûr. Juste parce que moi j'ai vu la nouvelle passer. C'est pas quelqu'un que je connaissais, évidemment, parce que c'est pas dans mes cercles politiques, tout ça, mais je suis allé voir un peu, genre les témoignages. Je voyais plein de gens poster là-dessus que je connaissais, puis ça avait l'air de quelqu'un de vraiment solide, puis qui a fait ça pour les bonnes raisons, qui faisait ce qu'il faisait pour les bonnes raisons. Et continuons un peu sur le même thème parce que c'est malheureux, mais c'est ça, on perd du monde à cause de la COVID, donc ça continue surtout aux States, change de palier maintenant. Avant qu'on parle de la COVID aux States, on a eu droit à tout un, entre guillemets, débat. Où les deux candidats se sont engueulés, ou du moins Trump a surtout coupé Biden. Je pense que vous avez soit écouté le débat, bravo si vous êtes rendu jusqu'à la fin ou vous en avez entendu parler dans les médias. Sinon, Trump a attrapé la COVID lui-même. Et ça continue aujourd'hui à tomber. Donc, une foule de ses collaborateurs, des journalistes de la tribune de la presse de la Maison-Blanche sont malades, sont attachés de presse, des conseillers proches. Ça se rend maintenant jusqu'au Pentagone. Il y a un amiral qui a été positif à la COVID. Donc, là, l'état-major militaire se sépare et se met en confinement. Donc, ça continue. Et heureusement ou malheureusement, il a eu droit, Trump, aux meilleurs soins en Amérique parce que c'est le président. Hein? Il devrait s'en sortir pour le moment. Et là, je dirais, comme il dit dans ses thèmes, allegedly, parce que, je ne veux pas rentrer dans les conspirations, mais vous avez sûrement vu comme nous qu'il y a des gens qui mettent ça en doute. Je pense que dans ce temps-là, la chose responsable à faire, c'est de suivre les sources médiatiques crédibles, de pas fermer notre sens critique, garder une approche critique, mais de voir l'information
qu'on a devant nous. Et pour l'instant, ce qu'on sait, c'est que il semble bien se présenter comme un homme fort, qui a passé à travers, mais vous voyez comme moi que des fois, il semble avoir de la misère à respirer. Donc, on lui souhaite malheureusement, même si des fois on n'aime pas la personne, on souhaite la mort de personne. Et puis, espérons qu'il sera rétabli sous peu. Biden aussi a continué d'attaquer le bilan de M. Trump en rétorquant que même si fallait pas avoir peur de la COVID, Trump a dit, il y a quand même plus de 200 000 Américains qui sont décédés de la suite du virus et ça ne finit pas, ça continue cette pandémie aux States. Ronnie, will you shut up, man? Will you shut up? What's happening? C'était l'enfer le débat. Hein? Tu écoutes le débat? Moi, je l'ai écouté. Moi, je fais un 28 jours sans alcool. Là, pendant le 28, là, j'ai décidé que je buvais pas parce que je cours puis je me mets en forme, peut-être. Mais le débat, c'était juste avant ça. Là, puis, c'est que j'ai bu ce soir-là parce que c'était maudit. Là. Il a failli cracher son noix. C'était drôle. Il faut que tu me dises ça pendant que je prenne une gorgée. Mais en tout cas, l'argument de la campagne de Trump, c'est il a pogné la COVID. Il sait comment combattre la COVID, contrairement à Biden qui l'a pas pogné. Tu sais. Mais, OK, le débat rapidement. Je me sens mal pour le modérateur, mais en même temps, j'ai jamais vu un modérateur. Moi, je comprends pas pourquoi il coupe pas les micros. Couper les micros, tu sais. Parce que c'était pas prévu comme ça. Mr. President. Non. Ensuite, j'ai adoré la réponse du mouvement LGBTQ sur Proud Boys. Oui! J'ai adoré ça. Je sais pas si t'as vu ça, Stéphanie. Oui, très bon. C'est genre, pour elle, là, comme props à la LGBT community. Tu veux t'expliquer aux auditeurs, peut-être ceux qui sont moins branchés, qu'est-ce qui est arrivé? Oui. Donc, il y a un organisme qui s'appelle Proud Boys aux États-Unis qui est white supremacism, racisme, genre, tout ce qu'on connaît. Genre néo-nazi style. Exact. Puis là, Trump, pendant le débat, ils ont demandé de dénoncer la suprématie blanche. Il a dit, quelle organisation, par exemple? Puis ils ont dit les Proud Boys. Puis là, il a dit, stand back and stand by. Fait que, tassez-vous, mais restez proches. Restez prêts. Restez prêts. Ça veut essentiellement dire, je vais peut-être avoir besoin de vous à un moment donné pour aller ramasser des gauchistes quelque part. Puis là, tout le monde a fait comme what the fuck, puis tout. Puis là, la communauté LGBT a répondu en hashtagant Proud Boys, mais c'est des photos qui manifestent la fierté d'être gay, lesbienne, trans, tout ça. Puis c'est super cool de s'être réapproprié le hashtag. Fait que ça, c'est sur le débat. Gros shit show. Chris Wallace n'a pas fait sa job, selon moi. Puis, j'ai rien compris. Si j'étais un Américain, pour elle, je serais encore plus confus. Mais en même temps, je comprends pas comment t'hésites entre Trump et Biden. En tout cas, ça. Puis, Trump qui pointe la COVID, il est circulé pendant... on viendra, Ronnie. Stéphanie, débat, comment t'as trouvé ça? Je sais pas par où commencer. J'avais de la peine pour Biden. J'étais fâchée contre Trump. Honnêtement, c'était vraiment pénible à regarder. Là. Beaucoup de gens ont critiqué la performance de Biden, mais honnêtement, qui aurait performé dans des conditions de cirque comme ça? C'est sûr que Biden, c'est pas une bête de scène, là, mais honnêtement... Mais oui! Il bègue en plus, c'est pour ça des fois qu'il y a de la misère. Exactement. Puis tu avais le fauve à côté, Trump, qui était intarissable. C'était vraiment terrible. Il a quand même réussi à briller à quelques moments. Je pense qu'il y a beaucoup d'Américains qui ont dû être sensibles au moment où Trump a attaqué le fils de Biden. Et la façon que Biden a eu de montrer son émotivité, sa fragilité là-dedans, et de supporter ouvertement son fils, disant qu'il est passé par-dessus, il l'aimait, il a réussi à vaincre ses démons. Ça, je pense que ça a dû toucher vraiment des gens. C'est un beau moment. Moi, ça a été mon moment fort dans le débat. Il y en a eu peu, on va se le dire. Ça, c'était mon moment positif. Et comme tu dis, Ronnie, oh mon Dieu, quand Trump a dit « stand by », on sait ce que ça veut dire, ça veut dire rester alerte. Il parlait à sa base, là, rester alerte, pourquoi? En cas de résultats contestés, pour surveiller les bureaux de vote. Il demande une armée, là. Il demande de monter une armée en ce moment, là, avec les termes « army ». Exact, puis il n'a toujours pas compris que Antifa, c'est pas une organisation. Il n'a toujours pas compris ça. Ouais, mais ça... Là, la question que je posais... Ils n'ont pas de bureau, là. Ils n'ont pas de bureau, exact. Il n'y a pas de QG de Antifa. Revenons sur le sujet de stand back and stand by. Pensez-vous qu'il s'est juste trompé de terme, c'est juste une bulle au cerveau, des fois ça nous arrive, on déparle nous autres aussi au balado, il s'est juste trompé ou c'était vraiment calculé? Trompé.
C'est pas trompé. Non, il s'est pas trompé. Non, il s'est pas trompé. Ronnie, t'as pas l'air sûr. Peut-être, je sais pas. Je suis d'accord avec toi, mais c'est que l'affaire le lendemain, ou même juste après le débat, tu ferais comme « Ah non, excuse, ce que je voulais dire, c'est correct, vraiment, je les condamne. » Même pas, il était comme « Ah non, encore. » Fait que là, ça prouve un peu son point que c'était intentionnel. Il a pris 4 jours, je pense. Ouais. Non, le lendemain, mais le lendemain, ils ont demandé... Plusieurs heures, là. Ouais, le lendemain, ils ont demandé « Do you denounce this? » Puis il a dit « I've always denounced such things. » Mais encore une fois, il y a de la misère à me dire le mot « white supremacism ». Je voyais que Kayleigh McEnany, là, en conférence de presse, c'est son attaché de presse, qui dit, ils ont dit, can you say the words now? The president denounces white supremacism. Puis elle l'a jamais dit. Non, ils veulent pas. Elle a pas osé dire la phrase. Puis on se rappelle de l'incident avec David Duke, là. François, je pense que tu vas t'en souvenir. Là. Du Coca. Non, c'est ça, exact. C'est qu'il y a beaucoup d'incongruité dans sa dénonciation du white supremacism. J'ai de la misère à croire. Moi, ça me fait bien peur. Ce que je retiens du débat, il y a 2 affaires que je retiens du débat. J'étais sceptique. Écoute, c'était tellement un shit show. J'étais sceptique que ça fasse bouger les aiguilles des intentions de vote, mais holy shit! Ça a bougé. Et ça a donné un petit peu plus d'avance. Le Biden est à 14 points d'avance au niveau national. Attention. Ce qui est important en ce moment, c'est les swing states, surtout le Michigan, la Floride, les Virginies. Donc, mathématiquement, avec 14 points d'avance, ça devrait percoler dans les swing states. Steph, non? Vas-y. Écoute, moi, là, j'ai vraiment peur de ce discours-là, comme quoi ça va bien, il y a une avance. Ah non, je suis d'accord avec toi. Moi, j'ai tellement peur. Dans les primaires, je me suis pris une note, là, dans les primaires, il y a 150 000 bulletins par la poste qui ont été rejetés. Oui. Pouvez-vous imaginer en présidentielle ce que ça veut dire? C'est tellement pas joué, là. C'est pas pour rien que Michelle Obama, Bernie Sanders sont sortis aujourd'hui ou hier en disant « Votez comme si votre vie en dépendait. » Parce que c'est le cas. Exact. Puis, pour faire du ménage sur ce que tu dis, ça fait quelques épisodes, Stéphanie, que moi je dis qu'on est entré, même au Québec, pas au Canada, oui, c'est important la com. Ta job, ce que tu faisais, c'était important. Mais on est rentré dans une nouvelle phase de la politique où maintenant, c'est la sortie de vote qui est cruciale. Puis je pense que ce qu'on va voir aux States le montre bien. On pourra avoir tous les débats publics qu'on veut. On pourra avoir tous les sondages qu'on veut. Si les gens ne sont pas assez capables d'aller mettre leur vote dans l'urne, ça ne sera pas grand-chose. Puis ça va être un combat de sortie de vote cette année. C'est vraiment le nerf de la guerre. J'étais sur un Zoom aujourd'hui à midi d'une organisation activiste qui veut juste, à partisans, veut faire favoriser le vote. Puis on expliquait qu'un des problèmes cette année, c'est la réduction du nombre de bureaux de vote. Et s'il y en a que ça serait du voter suppression, mais il y en a beaucoup qui expliquaient que c'est même pas partisan, c'est même pas de la suppression de possibilité de vote. C'est même pas ça. C'est juste qu'avec la COVID, tout ton personnel d'élection a 60 ans et plus. Fait qu'ils sont refusés. Fait qu'ils peuvent juste prendre des jeunes. Fait qu'ils n'ont personne. Fait que tu as des secteurs où ils passent de 200 bureaux de vote à 5. Fait que là, tes fils sont immenses. Tu réduis ta possibilité de voter. Puis ça va faire mal. Ça va faire mal, ça, à certains partis. D'habitude, c'est le Parti démocrate qui a avantage d'avoir le plus grand nombre de votes possible. Ouais. Ronnie, t'as vu quelque chose? Je te vois aller. Ben, puis ça va... Si le Parti démocrate gagne, ça va probablement être avec ce qu'on appelle un Red Mirage. C'est quoi ça, le Red Mirage? Ouais, un mirage rouge, dans le fond, que vu qu'il y a des votes par la poste, le soir de l'élection, on n'aura pas les vrais résultats. Comme on n'aura pas de président officiellement élu. Fait que le soir de l'élection, ça se peut que la carte montre que Trump a gagné. Puis là, au fil qu'on va compter les votes, là, ça va devenir bleu. Ouais, puis là, Biden va gagner. C'est peut-être vrai que ça va prendre plusieurs jours à... Mais l'affaire, c'est que Trump pourrait voir ça, se prononcer comme le gagnant. Puis aux États-Unis, il faut que tu concèdes. Pour être officiellement. Puis il est président, peu importe ce qui se passe, jusqu'au 21 janvier 2020. Fait que, fin 2021. Fait que, est-ce que l'armée, le 21 janvier, s'il a perdu, vont aller le chercher puis le sortir de la Maison-Blanche de force? Ça serait du jamais vu, là, un président qui se fait tirer carrément dans la Maison-Blanche. Ben, j'imagine que ce qui va arriver, c'est que ça va aller devant la Cour suprême. Oh oui, by the way, ils vont pas mettre un nouveau juge sur la Cour suprême bientôt? Oui, oh my God, ça, c'est l'autre affaire. Ouais, ben là, ça va lui prendre des sénateurs pour voter.
Là, par son Ouais. insouciance, M. Trump a contaminé visiblement des gens autour de lui. On Il n'est a pas ralenti le rendu à processus un petit peu. 3, parce qu'on est rendu à 3 sénateurs qui sont souffrants. Il y en a Ouais. 2, il me semble, qui ont dit qu'elle n'allait pas l'appuyer. Mhm. Là, c'est sûr que en ce moment, la commission judiciaire, les travaux sont en ligne, mais le vote doit se faire en personne. Ouais. Qu'est-ce qui se passe s'ils ne peuvent pas y aller, les 3? Il y a besoin de tout le monde pour que ça passe. Là-dessus, Mitt Romney, moi, je pensais qu'il allait dire genre non, on tient pas le vote, mais OK. Ça fait Mitt trop de Romney, ses valeurs, personnellement. moi, mais en même temps, il a raison comme si tu y vas comme moralement puis selon la Constitution, il a raison. Tu sais. Trump a le droit de tenir un vote. Il a le droit. C'est la Et Constitution ça lui avantage garantit ses ça. valeurs personnelles, tu sais, que c'est quand même quelqu'un à droite, là. Non, mais dans le sens que oui, mais il a quand même dit je voterai pas pour la candidate ou le candidat si elle ne fit pas avec mes valeurs. Tu sais. Puis je pense que si c'est quelqu'un qui est anti-avortement ou anti tout ça, je pense que Mitt Romney, par exemple, l'appuierait pas parce que Mitt Romney a beau être un républicain, tu sais, de droite, il est mormon, je pense, c'est ça, il est Oui, il mormon. était quand même assez religieux, par exemple, Ronnie. Ouais, c'est ça. Mais tu sais, en même temps, je sais pas s'il appuierait ouvertement parce que, dans le fond, parce que j'ai lu de quoi aujourd'hui, puis ça disait abortion is now like guaranteed as the law of the land, tu sais. Donc, genre, est-ce qu'on devrait vraiment élire un juge qui voudrait renverser the law of the land? Tu sais, je sais pas. Tu sais, il y a 2 juges qui ont dit qu'ils renverseraient le Roe v. Wade puis le Obergefell, la décision pour le mariage gay aussi. Là. By the way, Ronnie, c'était la promesse de Biden aujourd'hui. Hein. Il a sorti en disant que s'il est élu, il allait en faire une loi qui passerait bon, au ça. Congrès. Donc, ça serait plus seulement basé sur le jugement Roe v. Mais Wade. Stéphanie, je voudrais avoir ton opinion. Penses-tu que les droits genre à l'avortement, tout ça, ça pourrait être renversé? Je vole un peu ta job, François. Là, Non, écoute, vas-y, ça m'intéresse de mais savoir son opinion aussi. c'est intéressant d'avoir une perspective féminine. Genre, On veut des sens-tu discussions. sens-tu que c'est comme en danger, genre, être un nouvel juge? Est-ce que t'as checké un peu c'était qui? Qu'est-ce que t'en penses? Mais clairement, elle a été choisie en partie notamment pour cette position parce que c'est la façon que Trump d'aller chercher les personnes évangéliques, plus religieux puis conservateurs. Donc oui, effectivement. Puis moi, ce qui me fait peur, c'est que c'est juste le côté de la frontière. Puis chaque recul pour les femmes est un recul pour toutes les femmes. Alors oui, ça me fait peur en tant que femme, en tant que féministe. J'espère qu'il ne sera pas en mesure de faire son vote. Ça serait vraiment, honnêtement, ça ferait du bien, là. RBG, là. Peut-être qu'il aurait fallu qu'elle passe le flambeau un petit peu avant, là. Je suis content de l'entendre. C'est le point que j'allais amener, ça, c'est que j'ai lu beaucoup, là, tu sais, il y a des gens qui la blâmaient un peu, tu sais, dans le sens qu'elle a dit, je vais rester sur la cour le temps que je meurs, tu sais. Puis là, c'est comme, non, mais pourquoi t'es pas parti plus tôt, tu sais, comme ça fait longtemps que t'as un cancer, ça fait longtemps que t'es malade. Il fallait une fenêtre. T'sais, Obama n'aurait peut-être pas pu la placer avec les congrès républicains qui a cohabité. Non, en effet. Mais j'ai assez quand même confiance en son jugement puis en tout le travail qu'elle a fait pour me dire que si elle a fait ça, il y avait une bonne raison, mais c'est quand même difficile pour moi aujourd'hui de ne pas me poser la question. Non, c'est ça. Qu'est-ce qui serait arrivé? Est-ce qu'on aurait pu se retrouver avec une situation différente s'il y avait eu des décisions différentes de prise? Le risque aussi, je sais pas qu'est-ce que tu en penses, Stéphanie, c'est qu'à un moment donné, si malheureusement ça passe aux États-Unis, ça va un peu, tu sais, quand les États-Unis ont la grippe, le Canada tous, là, fait que ça pourrait normaliser dans notre culture un peu la chose puis réveiller des conservateurs au pays. Qu'est-ce que tu en penses? Ben, c'est sûr que ça pourrait réveiller des gens. Regardez déjà, là, il y a des changements ici. Ben oui. Depuis que on a un gouvernement aux États-Unis avec Donald Trump, là, oui, il y a des changements. Donc, effectivement, je pense que tu vois juste. Puis à chaque fois que je parle de ça avec mes amis, d'autres filles, d'autres femmes, on est toujours inquiète. Chaque pas de recul, peu importe où, c'en est un pour toutes les femmes. Non, c'est clair. C'est ça qui doit être fâcheux, parce que c'est comme si... C'est un peu comme la démocratie, mais c'est vos droits. C'est que tu te rends compte que chaque génération va devoir, puis moi je pense à ma fille en disant ça, chaque génération va devoir se battre pour maintenir seulement ses propres droits. C'est vraiment, c'est des millénaires qu'on utilise la femme comme objet de débat et pour asseoir son autorité. Là. Ça change pas. Le bon vieux temps. Mais sinon, tu sais, aux États-Unis, à part ça, la juge, puis la COVID, puis c'est vraiment juste leur élection, là, je pense qu'elle va soit comme... En fait, je pense que peu importe qui est élu, ça va être difficile d'unir ce pays-là. Ouais.
Biden n'est pas un rassembleur, on s'entend, là, dans le sens que il y a pas le. Ça prendrait un autre Obama, là, mais Et je pense que. dis-moi pas ça. Lui, il sort son livre le 17 novembre. Je pense qu'il va sortir dans une Amérique. J'ai précommandé d'ailleurs, j'imagine que toi aussi, François. Là. Non, je vais m'arranger, inquiète pas. Je l'ai précommandé. Je vais venir te piquer la tienne, ta version. Mais non, c'est ça, je veux dire, je pense que le livre d'Obama, où est-ce qu'il va refléter ses 8 ans à la présidence, puis sûrement qu'il va avoir beaucoup de choses à dire sur Trump qu'il n'osait pas dire avant. Surtout si Trump est sorti, là, s'il est battu, ça va avoir plus de sens. Là. Mais je pense qu'on va apprendre beaucoup d'affaires, il y a beaucoup de choses qui vont se dire, puis je pense que ça va être une Amérique très différente. Puis, je pense que Barack Obama aura tant bien que mal essayé de prévenir la création de cette Amérique-là qu'on vit aujourd'hui. Mais je pense que d'une certaine façon, par la façon que son administration a gouverné, je pense que il y a eu beaucoup de choses. Il y a des erreurs qui se sont faites, je pense, qui ont mené à ça. C'est pas de sa faute. Mais je pense qu'il y a des erreurs qui se sont faites qui font en sorte que on est arrivé là où on est aujourd'hui. François, je sais que ça vient peut-être te chercher un peu. Là, mais... Je suis outré. Ouais. Mais je sais pas ce que tu en penses de ce que je dis, là. Qu'il y a des erreurs qui sont faites pendant l'administration Obama ou tu sais c'est Bill Maher, là, je sais pas si c'est qui Bill Maher, François? Oui. Le gars HBO, il disait que pendant des décennies, on a démonisé la droite, puis on a démonisé les Bush, les Romney. n'a pas fait ça. Non. Je parle les démocrates. Ouais. Ont démonisé les Romney, les McCain, de ce monde. Mm-hmm. Puis ça a créé comme une lassitude chez la droite qui a mené au Tea Party, qui a mené à Trump. Tu comprends? Il disait ça. Oh, Stéphanie vient de se réveiller. Je sais pas si... Je trouve que le côté plus progressiste de la politique a le dos large en maudit, là. Qu'est-ce que je veux dire? Ben écoute, on peut reprocher plein de choses à l'administration Obama, mais si aujourd'hui l'Amérique a un mégalomane à sa tête dangereux, c'est pas de sa faute. Là. Non, attends, je me suis mal exprimé. C'est pas de la faute à Barack Obama que Trump est arrivé. Ce que je dis, c'est que les démocrates sont devenus un peu entitled avec les... puis je te parle des Nancy Pelosi, puis genre, tu sais, des gens plus comme haut placés sont devenus un peu entitled. Puis le discours à travers les années envers... Tu sais, autant la droite républicaine a contribué à la fracture, autant les démocrates qui sont pas des progressistes tout à gauche ont aussi, d'une certaine façon, contribué à ce cynisme-là. Je pense. Mais ce que tu exprimes, c'est pas arrivé dernièrement. Là. Ce pays-là, il est divisé depuis sa fondation. Puis un des problèmes qu'ils ont, puis je comprends ce que tu dis, puis il y a un peu de vrai, puis chaque groupe, mais tu viens de terminer en disant que chaque groupe avait sa part de responsabilité, mais exact, c'est ça. Tu sais, puis il y a une affaire que je trouve, parce que c'est personnel ce que je vais dire, là, mais un des problèmes qu'ils ont, c'est leur relation avec l'argent. Puisqu'ils laissent des centaines, des milliards de dollars influencer leur discours public, influencer leur politique publique, ils se ramassent que c'est pas l'intérêt de la population qui est prioritaire dans le système qu'ils ont en ce moment. C'est la game monétaire et des industries, tu sais. Fait que, puis on a sûrement un peu de ça ici aussi, mais ils ont tellement laissé les valves ouvertes, contrairement aux lois canadiennes ou québécoises, qu'ils sont dans un autre univers. C'est bien plus le Far West de leur côté, puis ça nourrit constamment leur division, parce que il y a des intérêts économiques qui a intérêt à ce qu'ils soient divisés puis qu'ils continuent dans cette dynamique-là. Fait qu'ils sont un peu dans un catch-22, tant qu'ils vont pas nettoyer ce problème monétaire-là, leur société va être fracturée puis divisée, selon moi. Stéphanie, je sais pas si tu as une vision différente de la mienne, là. Écoute, non, mais je suis assez d'accord avec toi. J'apporte un nouvel élément. Vas-y. Pourquoi on est dans cette situation-là aux États-Unis aussi? Est-ce que ça tiendrait pas un peu au fait que leur mode politique est bâti sur l'existence de deux partis, dans lequel l'ensemble du pays doit se retrouver dans l'un ou l'autre? Je pense que ça pourrait être un prochain sujet. Il n'a pas été fondé comme ça, mais c'est devenu non, mais ça tient là-dessus. Ouais. Aujourd'hui, ça tient sur l'existence unique de deux partis, du bipartisme, tout au bipartisme. Et là, il faut que tu te retrouves dans un camp et l'autre. Inévitablement, ça crée des batailles internes à pu finir.
Alors que de moins en moins de gens se retrouvent dans ces deux partis-là. De plus en plus de gens ne se retrouvent pas dans... En tout cas, c'est ça. Oui, j'ai compris ce que tu voulais dire. Non, oui. C'est ça. Exact. Puis, tu sais, Citizens United, là, tu fais référence à l'argent. Là, la décision Citizens United là, qui permet l'argent dans la politique comme à fond, là, c'est passé en 2010. Puis en 2010... Ça a de l'impact. Puis en 2010, c'était un nouveau président qui est arrivé, qui était plein de promesses, tout ça, puis boum, un an plus tard, ça passe, tu sais. Fait que là, c'est comme, oh shit, OK. Je pense que... Je reviens à Obama, c'est juste parce que je trouve que mon affaire avec Obama, c'est que moi, c'est quelqu'un que j'ai adoré aussi, autant que toi, François. Tu sais, Dreams from My Father, c'est un des premiers livres politiques que j'ai lu, tu sais, qui m'a vraiment comme éduqué, qui m'a mobilisé, tout ça. C'est juste que j'écoute beaucoup Crooked Media, là, tu sais, Pod Save America. Qui a inspiré les engagés publics en passant. C'est les anciens staffers de Barack Obama, là, tu sais, c'est John Lovett, John Favreau, tout ça. Puis, tu sais, ces gars-là, clairement, tu sais, même eux, ils critiquent souvent certaines décisions qu'eux ont prises, tu sais, ou des choses qu'ils n'ont pas faites pendant cette administration-là. Tu sais, par exemple, il avait promis Guantanamo, tu sais, il a pas réussi à la fermer. Il avait promis de diminuer la présence en Irak, en Afghanistan, tu sais, pas réussi. Malgré toute sa bonne volonté sur les armes à feu, il a pas réussi, tu sais. Mais vois-tu la continuité entre Trump et Obama là-dessus? Exact. Parce que ce que tu réclames, c'est des changements structurels importants. Il y avait une forme de populisme, et Trump est une continuité de cette volonté de crisser une brique dans le système. En effet. C'est quand même une logique. Les Américains réclament un changement quand même. Ils sont juste pas capables de le canaliser dans quelque chose de constructif. C'est ça, c'est qu'Obama, dans le fond, il avait de la bonne volonté, mais je pense que, voyant comment ça fonctionnait le système, il y a des choses qu'il aurait voulu faire. Je pense que la seule chose que j'ai reproché, c'est peut-être d'avoir manqué un peu d'ambition. Peut-être un peu. D'avoir été trop dans l'étapisme. Oh, dis-moi pas ça. Manquer d'ambition, d'un côté, amener 200 000 Américains à mourir de l'autre. Exact, c'est ça. L'affaire, c'est que l'argument des Trumpistes, c'est « Oh, look, Obama didn't do this, blablabla », tu sais, puis comme, il est arrivé comme ça, tu sais, il a souligné tous les échecs de l'ancienne administration, mais les gens ont plus pensé à ça. La narrative de l'ancienne administration n'a pas réparé les divisions a fonctionné avec Trump. C'est ça l'affaire, c'est qu'il a réussi à exploiter ce message-là. Fait que le prochain président doit arriver avec des propositions sans trop promettre, mais les propositions qu'il va mettre de l'avant, il faut qu'il les mette en place. Il faut qu'il y ait vraiment une volonté de mettre des changements en place, parce que sinon, ça va amener à un autre Trump. Ça va être un cycle sans fin, selon moi. Puis on s'entend, comme tu disais au début de ton intervention, que Biden, c'est pas le Jésus de la Révolution. C'est même Kamala Harris non plus, là, je pense que... Ouais. Puis, tu sais, écoute, à un moment donné, en politique, René, moi, ce que tu dis, ça m'inspire, là, c'est que ce que ça m'inspire, c'est qu'à un moment donné, en politique, tu gardes toujours tes idéaux, tu pousses toujours pour tes idéaux, la direction que tu veux, mais il faut que tu aies une petite couche de pragmatisme, parce qu'on s'entend-tu que quand même AOC demande de voter pour Biden, on s'entend-tu que c'est parce qu'on est dans un choix pragmatique en ce moment où on choisit, je vais paraphraser le Lincoln Project, l'Amérique ou Trump en ce moment, puis on fightera, we'll live another day to fight the next fight, là, parce qu'à un moment donné, moi aussi j'aurais aimé ça avoir pas Joe Biden, mais avoir Bernie Sanders comme candidat. Mais tu fais avec ce que tu as à un moment donné. C'est sûr que le 21 janvier, elle aussi, elle va être dans le bureau de Biden, comme non, là, tu mets ça en place. D'autres choses, messieurs, dames, avez-vous d'autres sujets sur les États-Unis, d'autres interventions, Steph? Ça a-tu bien été? Bon. Ça va? T'as-tu aimé ça? Ça a bien été. Vous m'avez inspiré à aller relire mon livre sur les organisateurs politiques. Ah wow, je veux ça. Okay, la Bible de tout gauchiste. Ben oui, super ça. Merci beaucoup. Merci Ronnie. Merci Stéphanie pour notre premier épisode ensemble tout le monde. Ça sera notre épisode pour cette semaine. Merci d'avoir été là. Abonnez-vous à notre balado sur Apple Podcasts, Google Podcasts, SoundCloud et Spotify. Suivez-nous sur nos pages Facebook, Twitter, YouTube et Instagram. Et pour recevoir notre infolettre, pour visiter notre boutique, pour vous engager, vous allez sur engagépublic.com. À la semaine prochaine.